مرحبا بكم. Les saveurs de Marrakech. Au programme de l'émission, le grand chef Moa, l'écumeur des souks, puise son énergie débordante dans la sagesse des femmes. J'invitais les copines de ma mère et ma mère à venir au restaurant qui m'apprenaient comment il fallait faire la cuisine marocaine. Et c'est comme ça que ça a commencé. 5000 ans d'histoire qui se terminent par un quart d'heure de folie. C'est la maison de Djelouna. C'était le but de reproduire cette maison qui est une vraie maison urbaine à la campagne. Mais tout d'abord, une visite au jardin bio-aromatique de l'Ourika, où la phytothérapie se donne avec excès, dans la juste mesure. Le Maroc est célèbre pour ses épices et ses effluves, et c'est peut-être ici que tout commence. Enfant, Jalil Belkamel rêvait de percer le mystère des plantes et de découvrir le secret de leurs odeurs. Aujourd'hui, la réalité dépasse le rêve. Nous sommes dans le jardin bio-aromatique de l'Ourika, à 35 km de Marrakech. Accompagné de son frère pharmacien dans cette aventure, Jalil Belkamel a planté sur 1 hectare plus de 50 espèces de plantes aromatiques et médicinales. Les gens, quand ils viennent ici, recherchent la détente, recherchent des expériences gustatives. C'est un espace de rencontre entre l'homme et la nature. C'est un jardin conçu sous forme de goutte. On rentre par la partie large de la goutte et on ressort par la partie rétrécie, tout en faisant un zigzag. Et c'est quelque chose qui est intéressant dans le cadre de la relaxation. J'ai un doctorat dans le domaine des huiles essentielles. La terre ici, c'est vraiment très intéressant. On a réussi à faire pousser une diversité de plantes. Ça permet à la population dans la région de se lancer à cultiver un certain nombre de plantes aromatiques et médicinales, des plantes maraîchères, etc. Petit à petit, on a intégré dans l'équipe des gens du village. Principalement, c'est une population féminine. Et surtout dans une région comme l'Ourika, où il n'y a pas malheureusement beaucoup de travail. C'est une contribution pour créer de l'emploi. Pour nous, c'est très important. Nous avons une cinquantaine d'espèces. Le jardin a une mission scientifique. Nous cherchons à acclimater de nouvelles espèces. On a fait pousser une plante qui n'est pas aromatique, mais qui est intéressante, le quinoa, alors que ça pousse en Bolivie, dans un cadre climatique complètement différent. Et ça a très très bien marché. Les gens viennent ici pour aussi connaître le Maroc à travers les plantes. C'est le seul jardin aromatique au Maroc ouvert au public et qui a cette dimension. On a développé quelques 98 recettes pour différents usages, que ce soit le poulet, que ce soit la viande rouge, que ce soit le poisson, etc., la nourriture végétarienne. Il y a l'atelier gastronomie marocaine, c'est vu d'un côté diététique, un côté nutritionnel. Tout à l'heure, j'ai goûté une huile qui avait un arrière-goût très amer. Vous me disiez que c'était l'huile de nigel. Nous avons ici une graine, la nigel, connue dans le monde arabo-musulman, utilisée dans le pain aussi. Et ça donne l'huile de nigel, qui permet d'augmenter l'immunité d'une manière extraordinaire. Et nous avons une autre huile ici, c'est l'huile de sésame, l'huile d'olive provenant des olives que nous avons dans le jardin, non traitées par les engrais chimiques, par les pesticides, etc. Parmi les produits que nous proposons, Zometa. L'orge, il est cueilli avant maturité, torréfié, moulu, mélangé avec des herbes accompagnées d'une huile. Au niveau nutritionnel, c'est très intéressant. Le pain au Maroc, ça a une dimension très importante. Les gens mangent beaucoup de pain. Et alors, principalement à la campagne, on trouve des fours bien particuliers, fabriqués avec de la glaise. Et de la paille. Voilà, et de la paille pour maintenir la glaise.
Il y a des femmes spécialisées qui fabriquent ces fours traditionnels. Four. Alors on peut mettre des morceaux d'olive noire, le fenouil, l'anis, la nigelle. Ces différentes graines vont aider à la digestion. Donc le pain, il va être placé sur les pierres et ça cuit, disons, à la chaleur. Donc le pain n'est pas mis directement sur le feu. Après la cuisson, et selon le mode de cuisson, on obtient 3 sortes de pain différents. Il y a 3 types de cuisson. Il y a le four traditionnel principal. Il y a le pain qui va être cuit sur le plat rang. Puis nous avons un autre type de pain. C'est une poterie. À l'intérieur, on va mettre du feu et on met le pain sur les parois. On va coller le pain aux parois. Voilà, exactement. Et donc, il a son goût que j'aime beaucoup personnellement. Il est très croustillant, très fin. Et donc, cette dégustation est accompagnée aussi d'infusions, de tisanes qui viennent de votre jardin. Très important. Les plantes, elles sont là. Alors là-dedans, on distingue 2 types de thym. Le thym vulgaire, ce qu'on appelle le thym citron. Nous avons une plante qui est très appréciée par la population marocaine, à savoir ce qu'on appelle la tarcha, Pelargonium, appelé à tort géranium, la marjolaine, le romarin, une variété de menthe. Au passage, il y a un millier de variétés de menthe. Nous avons la citronnelle que nous avons adoptée ici dans le jardin, la sauge officinale, la verveine, et nous avons le fenouil qui va aromatiser d'une part et va donner un petit goût sucré. Ça permet de drainer, d'éliminer, de nettoyer, désintoxiquer aussi, c'est pareil. Je la préconise surtout chez les gens qui fument, parce que ça permet de nettoyer leur foie. Il y a toujours cette dimension médicinale dans vos dégustations? C'est ça ce qui est avantageux dans notre culture arabo-musulmane marocaine. Il y a toujours ce côté thérapeutique, que ce soit le pain, que ce soit les préparations, les tisanes, etc. Les huiles, il y a toujours ce côté qui est là, qui est présent. Pour nous, c'est très important de cette valorisation, de cette richesse, de ce potentiel local. La sagesse arabo-musulmane commande une vie saine, où les plaisirs ne sont jamais corrompus par les excès. C'est la recherche de l'harmonie qui prime. Au jardin bio-aromatique de l'Ourika, les yeux se régalent de l'harmonie des formes. Vous pouvez imaginer les parfums qui accompagnent le visiteur à travers le jardin et qui ouvrent autant de nouvelles portes à son esprit. Le docteur Belkamel est un fin connaisseur de ces plaisirs subtils qui profitent au corps tout entier. Il a même pensé aux pieds qui sont les premiers informateurs du cerveau sur la nature de notre monde. Des sols savamment texturés rappellent ce contact originel avec les pieds nus que le visiteur peut reposer dans des bains aménagés tout exprès. Le parcours didactique dans le jardin est parsemé d'aires de repas. Corps repu, tête reposée. Le visiteur curieux repart plus heureux. Les gens ils viennent relaxer en une journée relax. Nous, on n'a qu'une journée pour couvrir, pour faire un film chez vous. C'est un stress formidable. Les habitants de cette riche vallée de l'Ourika, déjà connue des touristes, se reposent sur un trésor qui renferme le secret de l'économie future. Le jardin bio-aromatique est d'ailleurs la belle vitrine de l'entreprise Nectarome, qui vend déjà ses savons, ses huiles essentielles et autres produits naturels dans une quinzaine de pays. C'est peut-être ici que tout commence. Les maisons traditionnelles marocaines, toutes tournées vers leur jardin intérieur, sont faites pour le plaisir de vivre ensemble. Ce sont de hauts lieux de confort qui fascinent les étrangers. Plusieurs Européens ont d'ailleurs acheté ces maisons appelées riad et les restaurent à grands frais. L'homme d'affaires marocain Rally Benjelloun connaît bien l'histoire de ce type d'habitation. Et c'est bel et bien un homme de notre temps qui nous accueille dans son extravagant riad tout près de Marrakech. On a pour habitude de dire que les demeures de Marrakech ont toute une histoire. Soit elles ont appartenu à des sultans, à des pachas ou à des illustres familles. J'ai choisi pour la petite histoire de vous présenter une maison qui n'a qu'une année d'existence et qui vous transporte dans l'histoire, dans l'artisanat marocain, mais aussi dans le temps.
c'est une maison d'hôte qui se trouve à 15 km de Marrakech. Et ce lieu a vu le jour grâce à l'acharnement de son propriétaire, M. Rally Benjelloun. Bonjour et merci de nous accueillir à Dar Jellouna. Marhaba bikoum. En général, quand les gens viennent à Marrakech, ils aiment bien être en Médina, proche de la plage Jeanne el-Fna, de tout ce mouvement, de tout ce tapage qui est autour de cette ville. Mais au bout d'un moment, on aime bien s'isoler et se retrouver un petit peu à la campagne. C'était le but de reproduire cette maison qui est une vraie maison urbaine à la campagne. Nous n'avons rien inventé, nous avons simplement recréé la vieille maison, je dirais la maison juive d'il y a 5000 ans, où la vie s'articule autour d'un patio. Le patio est la pièce maîtresse de la maison. Il y a un choix de matériaux qui s'est fait autour de choses très simples, les carreaux en terre cuite, le bejmat, le tedellect. Ce sont tous des matériaux traditionnels. Nous avons essayé de reproduire dans cette maison l'histoire de la construction de l'architecture marocaine. Alors la fontaine, c'est l'eau. L'eau qui manque généralement dans nos pays. Et c'est quelque part une richesse d'avoir de l'eau à la maison. Marrakech est surnommée la perle du Sud. Elle est aux portes du désert. Elle a été fondée il y a près de 1000 ans par les Almoravides, une dynastie berbère venue du Sahara. Rappel de ce grand Sud aride et de ce passé glorieux, la tente nomade installée au milieu du jardin qui nous éloigne un peu plus de la ville et des soucis de notre temps. Le Maroc intemporel. C'est bien là le thème de l'imposante maison de M. Benjelloun. C'est un petit peu la maison de mon grand-père. Mon grand-père a construit une maison équivalente dans la Médina de Fès il y a un siècle maintenant. Le grand-père de Rally Benjelloun était-il caïd, vizir ou pacha? Quelque chose ici nous rappelle la Ménara de Marrakech, petit pavillon intime du 19e siècle où le sultan venait se détendre avec une partie de son harem. Le visiteur subit ici un traitement au moins digne d'un pacha, sans les rigueurs du protocole. Quand j'ai construit cette maison, mon idée c'était qu'il ne fallait pas confondre luxe et confort. Voyageurs avisés, cherchez l'erreur ici. Et rappelez-vous qu'au Maroc, on ne badine pas avec la décoration. Les Marocains veulent un salon marocain. C'est un salon où il y a des divans et les gens déjeunent, font la sieste. Et c'est tout ce qu'il n'y a pas ici. Il n'y a pas de gélige marocain, il n'y a pas les toits en bois. Le plafond sculpté, oui. Les tissus riches, il n'y a pas les tapis chinois. Toutes ces choses-là qui font le luxe d'une maison marocaine. Cette maison, mon grand-père l'aurait trouvée affreuse. Mais les hôtes de M. Benjelloun, eux, s'y sentent très bien. My name is Peter Giesler. I'm from Germany, near Hanover, with my family, my wonderful wife Gabriele and my daughters Sophia, 16 years old, and Victoria, 6 years old. Nous avons beaucoup d'Européens qui viennent ici pour découvrir un petit peu la culture marocaine. Everything is absolutely great to see the living traces of history in the palaces, in the souks, in the evening, the food market. Everybody sitting in a row, and the steam is coming up. It's marvelous. It reminds me like a science fiction movie. Absolutely. Blade Runner. Blade Runner, exactly like the movie Blade Runner. Et puis pour se reposer surtout, parce qu'à côté de la maison, nous avons fait un centre de relaxation et de remise en forme dans la pure tradition marocaine. La maison du grand-père a fait du chemin. Le confort sans ostentation. La décoration plutôt pop qu'arabisante. Le hammam traditionnel doublé d'un fitness Nautilus. C'est une véritable révolution de palais que l'on doit à Sarah, la jeune recrue de M. Benjelloun. Khalil a ramené au pays après 25 années passées à Biarritz, véritable mecque de la thalassothérapie, où elle a officié en sa qualité de grande prêtresse de l'amincissement. En voyant tous ces Français qui courent après Marrakech comme si c'est le paradis ou la terre promise, je me suis dit aussi pourquoi pas aller moi aussi qui est d'origine marocaine.
Le grand-père de M. Benjeloun aurait peut-être été effarouché par l'audace du décor, mais certainement pas par l'hospitalité toute marocaine de cette splendide maison. Merci à Sarah qui cuisine si bien le tagine de bœuf et à Jamal qui le sert avec autant d'élégance. Délices, confort et convivialité. C'est d'abord ça le Maroc, et ce n'est pas de la science-fiction. Et voilà, une tagine de bœuf. Bon appétit! Au Maroc, la cuisine, c'est l'affaire des femmes. C'est donc à nos mères que l'on doit l'excellente réputation de la gastronomie marocaine. Le chef cuisinier Moha, qui combine tradition et modernité dans son magnifique restaurant de Marrakech, sait très bien ce qu'il leur doit. Cet artiste énergique partage avec nous les saveurs infiniment variées d'un Marrakech en perpétuelle ébullition. Je viens de découvrir que M. Moha et moi, nous avons un ami commun. Enfin, il est probablement plus ami avec M. Moha qu'avec moi. C'est Juan Maria Arzac de San Sebastián, du restaurant Arzac, qui est considéré comme probablement le père de la gastronomie espagnole. Donc le père spirituel même de Ferran Adrià, qui est aussi un ami de M. Moha. On est en bon, on va bien manger ce soir. C'est le quartier des odeurs. On va s'amuser. J'avais envie de séduire quelque part. Ce sont des bébés aubergines, on va les préparer salés et sucrés. Vous allez voir, on va s'éclater. Le brocoli, il n'a pas beaucoup de goût. Mais dans le couscous, il est merveilleux. C'est la saison des grenades. On peut faire quelque chose de nouveau. Je fais le couscous dessert. Alors je fais melon, grenade, crème, yogourt et miel et amandes. Vous allez voir, j'essaie de faire quelque chose comme ça. L'autre particularité du chef Moha, c'est d'amener une certaine originalité dans les plats traditionnels marocains. Alors, quand on vient à Marrakech, le plat traditionnel, le tagine traditionnel, c'est le tagine makfoul. Vous le préparez avec des petites tomates entières, plus les petits oignons entières aussi, cannelle et le sucre et tout le reste. Quand on plante la fourchette, on prend le pain, on mange, c'est bien. On a la fraise maintenant, c'est sous serre. Donc on commence un peu à rentrer dans la mondialisation devant les écoles et c'est le coco et Palivi. Et pour moi, c'est une des meilleures pâtisseries de Marrakech. C'est une pâtisserie familiale. Là, on est vraiment au Maroc ici, hein, dans cet environnement-là. C'est marocain à 1000%. Ce que tu tiens dans la main, justement, ça s'appelle des bréouettes. C'est ce qu'elle a sélectionné pour vous. Elle a un petit sentiment envers toi, j'ai l'impression. Vous êtes très bonne pour moi. C'est vraiment délicieux. Choukran. On va aller à un petit four qui faisait des biscuits. C'est le coco et Palivi. C'est de la meringue en fait. Et c'est le seul d'ailleurs qui est resté à Marrakech. Ils ont tous fermé. Ils les fabriquent et ils le vendent à des marchands ambulants. C'est mon enfance en tout cas. Bah, c'est la mienne aussi. La caldo. Ça a évolué, ils mettent des couleurs maintenant, couleurs alimentaires, c'est l'évolution, plein de couleurs magnifiques. Alors ici, on est dans un quartier traditionnellement juif, c'est ça, historiquement? C'est un quartier juif, c'est partout, dans chaque ville au Maroc, il y a un quartier juif qui s'appelle toujours Mellah. Ah bon, ça veut dire quoi littéralement? Le salage. Dans la Médina, toute la vie elle se passe à l'intérieur, mais jamais à l'extérieur. On ne voit rien à l'extérieur. Voilà ce balcon qui est assez spécial, il est vers l'extérieur. Donc c'est un quartier juif, donc les juifs ils vivaient aussi à l'extérieur, donc ils pouvaient se pencher, discuter entre eux, regarder ce qui se passe à l'extérieur, ce qui n'est pas le cas chez les musulmans. Et c'est la maison juive par excellence.
comme dans n'importe quelle cuisine, il y a des moyens de conservation, c'est-à-dire le salage, le séchage, etc., la congélation. Et là, c'est de la viande de la fête du mouton, comme on égorge le mouton. Et les abats et les os, les côtes et tout, on les fait saler et avec des épices marinées et on va les faire sécher. C'est ce que vous voyez là-bas. On peut les utiliser pendant les 6 mois. Avec le couscous, ça existe encore au Maroc, c'est ancestral, ce moyen de garder le mouton de l'Eid el-Kébir. Et on a de la chance d'avoir le soleil, donc on peut même l'utiliser maintenant parce que moi je trouve que c'est prêt à utiliser. Mon plaisir maintenant, c'est de tendre une perche pour récupérer 2-3 morceaux et les préparer aujourd'hui, ça serait mon bonheur. Ici, c'est vraiment marocain. C'est pas un lieu très touristique malgré tout. Les épices, c'est pas à la place de Jemaa el-Fna. Ici, c'est vraiment le quartier juif par excellence. Est-ce qu'il reste quelque chose des goûts que les Juifs avaient quand ils vivaient ici ou... Bah, bien sûr, quand les Juifs sont partis de l'Espagne, une bonne partie sont venus ici au Maroc et ils ont ramené toute la culture mauresque. Et à partir de là, il allait partout voyager pour chercher le meilleur des épices. Et à partir de là, notre cuisine, elle est basée sur les épices, pas pour autre chose. Vous nous avez parlé du mélange d'épices qui constitue le secret de toutes les cuisinières. Et tout, parfois, il y a des cuisines de familles patriciennes, de grandes familles. Et ils ont beaucoup de femmes pour cuisiner. Chacune a sa spécialité dans le mélange d'épices. Il y a 14 ou 16 épices dans nos recettes. Soit ils font 8, 7... la totalité, tout dépend, le goût du père de famille aussi. Moi, j'essaie toujours de faire 7, 8. Un palais bien exercé peut décortiquer les 7 ou... Non, jamais, ça donne un seul goût. Voilà, vous pouvez sentir. Ça, c'est le thé royal. C'est le hanout. Bon, ça pour le moment. Ici, je vous promets que pendant l'Eid el-Kébir, parce que la veille de l'Eid el-Kébir, par exemple, une semaine avant, une queue de femmes, jusqu'ici, tout le monde attend son tour pour pouvoir se servir. Parce que lui, il a vraiment la qualité et les femmes qui... Même vous rencontrez encore des femmes juives qui arrivent de Casablanca pour faire les achats ici. C'est le grossiste qui prend que le meilleur. Voilà, je vous souhaite bienvenue. Merci, on y va. Salam alaikum. Touche, sent et goûte. Alors ça, c'est le paprika. Regardez cette couleur rouge au point qu'elle est presque noire. Moi, le plus beau mariage que je fais avec ça, c'est avec l'orange. Ah oui. C'est très simple. Cannelle orange. Ça, c'est ras el-hanout, c'est le mélange d'épices. Mis à part les piments forts, tout ça, ça fait partie des épices qu'on met là-dedans. Là-dedans, il y en a exactement 11. Ce côté-là, c'est plus pour la maison, les ménagères. Et ce côté-là, c'est pour, on appelle ça pour faire les... Comment on dit, comment on dit pour séduire... Des filtres d'amour. Pour séduire l'homme au Maroc, bien sûr, la femme, elle lui prépare un plat extraordinaire. Elle mélange l'épice qu'il faut. Sinon, quand elle voit qu'il n'a rien, qu'il ne peut rien faire à ce niveau-là, elle s'adresse par exemple à ça pour pouvoir faire un petit thé en croyant que peut-être ça peut le rendre... Ok, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des propriétés des... Vous savez, moi, je ne suis pas une femme pour savoir les propriétés de ça. Ras el-Hanout signifie grosso modo le top de la boutique, car le marchand d'épices y mélange le meilleur de tous les tropiques. Poivre, muscade, cannelle, gingembre, maniguette, fenugrec, coriandre et clous de girofle se combinent au nigel, lavande, bouton de rose et baie de belladone, selon sa propre fantaisie ou celle de ses clients. Ajoutez-y un peu de poudre de mouche espagnole, qui n'est ni une mouche ni espagnole, et vous tenez votre bonhomme en votre pouvoir absolu. Né sensible, abstenez-vous de pénétrer dans cette caverne au parfum violent. Là, vous m'amenez dans un endroit où je n'ai jamais... Mais ça, ici, cet appendice-là n'a jamais été aussi sollicité. C'est ça. Ça sent très très fort. C'est très fort. Après, ça vous arrache. Voilà. Ça vous comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression d'être dans le tagine. J'ai l'impression d'être le morceau de mouton dans le tagine. Voilà. Ouais, bah, c'est tout Faites à fait. ce que vous voulez de moi. La journée avec Moha ne faisait que commencer. Elle allait se poursuivre dans l'univers d'un homme attachant et talentueux, formé et rompu pendant 15 ans en Suisse
aux impératifs de la grande cuisine professionnelle. Moha est rentré au Maroc à la fin des années 1990 pour faire revivre une grande maison chargée d'histoire. C'est la maison de Hajider, c'est l'ancienne maison du secrétaire particulier du Pacha Glaoui. Avant aussi, c'était une famille d'un caïd de l'époque, au XVIIe siècle. Le secrétaire de Pacha Glaoui est parti en France. Ses héritiers l'ont vendu à Pierre Balmain. Voilà, Pierre Balmain est décédé, c'était sa résidence presque officielle. Et donc vous l'avez racheté de la succession de Balmain, cette maison? La succession d'un antiquaire qui m'a fait confiance et il m'a vendu cette maison. À l'époque, la Médina était abandonnée par les Marocains. Un magnifique riad à 3000 mètres carrés, ça valait 30 000 €. Il y a 10 ans, moi je l'avais acheté il y a 15 ans. Personne n'en voulait. Puis le boom de Marrakech, enfin on découvre le vestige de Marrakech, ce que certains Marocains ont oublié et puis le regrettent, et les Marrakechis surtout le regrettent aujourd'hui amèrement. Bien sûr, tous les bourriades ont été achetés par les étrangers parce qu'ils ont vu la valeur et puis l'histoire du Maroc en fait. Et donc, vous ouvrez cette maison et la journée d'ouverture, les clients entrent et là, ils voient une maison qui a été bien restaurée. Ils sont contents de voir que cette maison-là, qui appartient quand même à l'histoire de Marrakech, est sauvée. Maintenant, vous les asseyez et vous leur proposez la cuisine de M. Moha. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Au début, quand j'avais ouvert, il fallait trouver les clients. Il faut qu'ils viennent. Alors, donc, quand il y a un client qui vient ou quelqu'un de passage ou quelqu'un qui conseille d'un hôtel, parce qu'il fallait que je me bats pour pouvoir être connu et tout. Alors, ce que je faisais, il fallait faire semblant que le restaurant, il y a du monde. Parce que le client, quand il rentre, il voit cette immense salle et il n'y a personne. Qu'est-ce que je faisais? Je mettais des figurants. Alors, je mettais des clients... Si vous avez besoin de figurants, moi, je mettais le client au milieu, c'est la table au milieu. À droite, une table et à gauche, une autre table. Et tout ce qu'ils font, ce sont des amis. Ce sont toujours bien habillés, enfin, de tout. Et puis, il écoutait les critiques de la personne et ils viennent me rapporter en cuisine ce qui se passe. Et à partir de là, j'intègre. Voilà, je dis ça c'est bien, ça c'est pas bien. On est en train de préparer les aubergines qu'on a achetées au marché. On va faire une nouvelle recette. Ça va être une recette sucrée. On va les blanchir, ce qu'on appelle des parafroids, donc ce n'est que de l'eau. Et on va mettre les aubergines. Et on va les faire cuire. Une fois que c'est blanchi, on va sortir, on va le mettre, voilà. Et là, on va le caraméliser. On a besoin de la cannelle, voilà, un peu de gingembre. C'est très rare le mélange, mais c'est excellent. Et beaucoup de sucre, bien sûr, et de l'eau et un feu d'eau, voilà. On va l'oublier pendant pratiquement 1h30. Ou 1 heure, on verra bien. Voilà, d'abord, nos aubergines sont prêtes. Elles sont caramélisées. On va essayer de les présenter dans un joli plat. Vous les servez comment, en dessert ou... À mon avis, c'est comme entrée. Parce qu'au Maroc, comme on peut manger le sucré comme entrée, ça ne dérange pas. Le Marocain est habitué du goût sucré. Le thé, il est sucré. Donc on le boit à tout moment. Le sucré, c'est quand même, ça ouvre l'appétit. Puis ça donne de l'énergie aussi, parce que à l'époque, ce ne sont que des forces, ce sont des agriculteurs, ce sont que de la force physique. Hein. Il faut quand même avoir de l'énergie de temps en temps. Bravo. C'est divin. Nous sommes au Bled.
Le bled en arabe classique signifie le pays. En arabe dialectal, ça signifie la campagne. On est à quelques kilomètres à l'extérieur de 3 kilomètres de Marrakech, c'est pas loin. Et pourtant, Moha a pu créer tout un univers, toute une ambiance dans ce riad. C'est un terrain que j'avais acheté qui était nu. C'est plutôt parce que moi j'ai habité à l'Agdal. C'est un domaine de 500 hectares d'oliviers et d'autres orangers et d'autres plantes. Parce que mon père était paysagiste. Quand je suis rentré au Maroc, je voulais me refaire mon petit jardin, mon petit Agdal. Vous voyez, ça date il y a 11 ans quand je suis rentré de Suisse la première fois. En 11 ans, cette nature luxuriante a réussi à prendre pied sur un terrain nu, un terrain vague. Exact. Ça en dit beaucoup sur votre détermination et sur la nature généreuse de ce pays aussi. C'est plutôt la nature généreuse et puis la générosité de la personne qui m'a épaulé, c'est-à-dire le jardinier qui s'appelle Brahim, qui s'est quand même donné beaucoup de peine parce que sinon, moi, je ne pourrais jamais faire ça. J'avais ce terrain. J'avais enlevé les cailloux, tourné la terre, planté les pousses d'oliviers qui proviennent des jardins de l'Agdal et les orangers, la même chose. À partir de là, je commence à faire mon potager pour le restaurant. Ce potager vous fournit aussi une bonne partie de ce que vous proposez au restaurant? Je ne dis pas une bonne partie, mais une petite partie. Mais cette petite partie, pour moi, c'est une fierté quand je la pose dans une assiette. Vous allez me dire, est-ce que c'est une cuisine bio ou pas bio? On a la terre, on a le fumier, c'est tout ce qu'on utilise pour faire pousser les plantes, plus l'eau bien sûr, et la chaleur, et l'amour des plantes, et l'amour de faire les choses. Alors ici, c'est la mandarine, parce que c'est la saison amandes, fleurs d'oranger et carottes, le blanc de poulet ou de thym, la courgette avec beaucoup de parfum, ça reste très secret de la maison. Amandes et ada. Ça, c'est la purée de poivrons rouges et amandes et huile d'olive et ail. Ça, c'est la salade classique marocaine, poivrons, tomates. Et après, on a rajouté 2-3 petites choses. Sinon, vous avez la pomme de terre classique, des galettes de pommes de terre, persil et coriandre. Ça, c'est le concombre sucré. La salade de pourpier, c'est une herbe. Et ça, c'est l'oignon, tout simplement. De l'oignon cru. À l'eau de rose À l'eau de rose, exactement. Voilà. Et ça, c'est les petits ronds sucrés. Passia de pigeon, serpentin de légumes et pastia de lot. Exactement, parfait. On envoie, s'il vous plaît, il faut que ça reste chaud. Je vous ai rencontré sur un plateau de télévision où vous animiez, co-animiez une émission culinaire à l'époque où j'animais un magazine féminin sur la deuxième chaîne, sur Deuxième. Et je me rappelle que le chef Moha m'avait vraiment frappé par ses mélanges, par ses saveurs. Là, on va envoyer un couscous assez spécial. C'est le couscous avec la semoule d'orge. Et vous avez plusieurs légumes. Voilà, c'est le couscous classique, mais la seule différence et la particularité de ce couscous, c'est la semoule d'orge. On envoie, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez fait une recherche sur l'art culinaire marocain? Comment est-ce que ça s'est fait? Ça fait très chic de dire recherche. Quand j'ai fait le restaurant, je me suis dit, bon, je suis dans la Médina, c'est un riad, et ça ne tenait pas debout d'ouvrir un restaurant pour faire des entrecôtes ou de la choucroute ou n'importe quoi. Et je m'appelle Moha, et il y a d'autres restaurants qui s'appellent chez Philippe, chez Bertrand. Donc je me suis dit, bon, je vais faire la cuisine marocaine. Je commence à m'intéresser, d'ailleurs, comme chez la dame de la pâtisserie qu'on a rencontrée tout à l'heure. Comme ce sont des amis de longue date, je lui dis, est-ce que tu as quelqu'un pour me faire l'ourqa, m'apprendre l'ourqa, la feuille de brique? Bien entendu, elle m'a envoyé la dame qui s'occupait des ourqa, et c'est comme ça que ça a commencé. Donc j'invitais les copines de ma mère et ma mère à venir au restaurant, qui m'apprenaient comment il fallait faire la cuisine marocaine. Mais le problème à l'époque, c'est qu'on ne savait pas faire la cuisine pour un restaurant. C'est toujours pour une maison. Un plat, c'est pour 4, pas pour plus. Voilà, ce côté-là, j'avais un professionnalisme. La mise en place, les méthodes de cuisson et tout le reste. Et après, je voyais qu'ils mettaient trop de gras, trop de choses, trop d'épices, qui ne correspond pas à mon goût. Ce qui est mon goût déjà a été influencé par
l'international, la cuisine française ou d'autres cuisines. Et c'est à partir de là, sans le savoir, j'ai commencé un peu à faire la fusion. Trois petits kilomètres séparent Marrakech, quatrième ville du Maroc avec son million d'habitants, du bled de Monsieur Moha, sur lequel veille le jardinier Brahim, comme une mère surveille la croissance de son bébé. Dans cet Éden, calme et fertile, le travail et l'amour des plantes récompensent à la fois les efforts de Brahim et les espoirs de Moha. Ces récompenses remplissent des gros pots d'olives vertes, rouges et noires et de confitures d'orange amère, de citron et de figues. Alors Yasmine va finir le pot, hein, méfiez-vous. Le chef Moha doit aussi beaucoup à ses femmes qui lui ont appris les bases de la cuisine marocaine. Une en particulier qui régale les clients de son bled et qui aura décidément passé toute sa vie à faire du bien aux autres. La Khadija, vous êtes maintenant cuisinière, mais vous n'avez pas été cuisinière toute votre vie. Non, jamais, non. Avant, je faisais infirmière diplômée d'État pendant 40 ans. Travail difficile. Et après toute une carrière consacrée à ce travail difficile à faire le bien aux autres, oui. Vous n'aviez pas envie de vous reposer. Non. Et donc, vous êtes devenue la cuisinière du bled. Cuisine du bled de M. Moha. Pour notre information, et Dieu sait à quel point la connaissance peut être source de plaisir avec un peu de curiosité intellectuelle, la Khadija nous a préparé ce jour-là 2 plats traditionnels extraordinairement savoureux. Le premier est le tride de poulet fermier. On prépare le poulet avec du curcuma, du persil, de la coriandre, du gingembre moulu et du gingembre frais et du safran. On le fait revenir dans l'huile d'olive, l'huile végétale et le smen, c'est-à-dire le beurre rance. On lui ajoute une gousse d'ail, des oignons à lamelles et des lentilles. On découvre aussi que notre amie Yasmine a l'air tout à fait à l'aise dans votre cuisine. Qu'est-ce que Yasmine a préparé de son côté avec les dames? La pâte pour faire le tride. Le tride, c'est cette pâte très fine que l'on mêle aux autres ingrédients et que notre amie Yasmine a contribué à fabriquer avec la brigade de la Khadija. Le tride de poulet est un plat qu'on a l'habitude de servir aux mères qui viennent tout juste d'accoucher pour qu'elles puissent refaire leur force. Dans cette circonstance particulièrement agréable, le tride de poulet de la Khadija a été servi dans le magnifique jardin du Bled à une équipe de tournage international composée de 10 Marocains et d'un Canadien. La Khadija nous a régalé d'un autre plat traditionnel, typiquement marrakchi, le tagine makfoul. C'est un plat d'agneau préparé avec du persil, de la coriandre, du gingembre, du safran, sucré avec de la cannelle et du sucre, et qu'on recouvre de rondelles d'oignons et de tomates. La cuisine au Maroc est l'affaire des femmes. Et la Khadija est la meilleure de toutes. Après les desserts, nous avons pris congé de la douce Khadija et du brave Brahim, qui ensemble donnent son âme au bled. Le chef Moha allait nous faire découvrir l'âme de Marrakech dans une balade à travers sa mythique place Djama El Fna, qui tous les jours, aussi sûrement que le soleil se lève et se couche, se couvre de tables et de nourriture et devient le plus grand restaurant à ciel ouvert du monde.
de la place, des couleurs, de bruit et d'odeur. Il y a de tout. Les couleurs, il y en a plein. Et le cinquième sens, c'est le singe qui vous grimpe dessus. Et la place Jamel Blas, c'est le cœur battant de toute la ville de Marrakech. Ben, il y a tout. En plus, c'est classé patrimoine culturel à l'UNESCO. Moi, je suis né avec la place, donc notre sortie avec maman ou avec toute la famille, ça se passait ici, c'est la grande sortie, soit pour s'habiller, pour s'acheter des jeans ou des pulls, pour partir en voyage. À l'époque, c'était les bus, c'était tous les bus qui partaient de Marrakech ou qui arrivaient à Marrakech, ça se passait tout autour d'ici. Sinon, bien sûr, pour manger une petite bricole. Alors tout ça se mêlait aux charmeurs de serpents, aux compteurs, les bus qui passaient. Jamel Blas, tout un méli-mélo. Chacun faisait un plat. C'est-à-dire le mec qui vendait les œufs, il vendait que les œufs. Celui qui vend les brochettes, il ne vend que les brochettes. Celui qui vendait, par exemple, les tripes, il vendait que les tripes. Celui qui vend le harira, c'est que le harira. Donc, chacun avait une spécialité, c'était des tabourets. Et on s'installait, il n'y avait pas de trucs, sauf les mecs, par exemple, qui vendaient les dattes, les amandes, des choses comme ça, où ils avaient des petites cabanes. Bon, ça a un peu changé, mais c'est bien. Mais ça reste pour vous, la place, elle n'est pas dénaturée. Rien que le bruit, on entend nulle part ce bruit-là. Jamel Blas, ça reste quand même un endroit où il y a toujours des goûts qui restent les mêmes, qui ne changent jamais. C'est des goûts auxquels vous vous identifiez, bien sûr. Mais il y a quand même pas mal de recettes sympathiques. Il y a pas mal de goûts disponibles sur ce périmètre. Oui, vous avez de tout. Et c'est le seul endroit où vous pouvez manger pour 5 à 6 dirhams. Un repas, ça fait 50 centimes euros. $1 canadien. Pour $1 canadien, oui, voilà. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Voilà. En plus, c'est bon. Moi, je suis jamais tombé malade. Parfois, il faut sélectionner de temps en temps. Enfin, on vous fait confiance. Moi, mon circuit, c'est comme ça. Alors, on va passer vers une guise d'André, j'ai les brebouches, ça veut dire les escargots. Ils viennent de la forêt. Je sais qu'en France, il n'y en a plus d'escargots. En Bourgogne, puis Yasmine, tu as pris un bol entier ou un demi? Un grand, tu as pris. Le jus, c'est une variété de ras el hanout. Et c'est de la réglisse qui domine ici. Après, on peut se dire, on va manger en deuxième peut-être des merguez grillées avec une petite salade tomate. Shukran. Merci. Madame Labas. يا معلم لاباس عليك؟ الو وانت مين؟ لولو مين؟ صاحب مين؟ بابا هنا هو خلو مين؟ اوكي شكرا يا اخويا اهلا بك وسهلا نورت المدينه نورت الرجال هيجا يا اخويا لا Après le copieux repas de la Khadija offert dans les jardins de son bled, Moha me faisait servir un concentré de tous les goûts de Marrakech, qui est déjà un formidable garde-manger en soi. On a des grillades ici, il y a des brochettes ici, des poulets, des bœufs, des poulets avec des épices et des comme ça. Il y a des salades, il y a des olives, des poissons, crevettes, calamars, le sol, le camp. Et on mange très bien ici. Et on est très bien à Marrakech, très belle ville où les gens sont très gentils. Et c'est bien parce que c'est bon et que les gens sont gentils que mon foie commençait à crier au secours. Je vais te faire goûter quelque chose. Le petit pain avec l'œuf, la batata, bsla, bed, Ouita, ou le fromage. Non, le fromage, c'est non, que l'huile d'olive. Et un verre de thé. Ça, c'est un repas merveilleux. L'oignon, maintenant, c'est plus moderne. Tu vas voir, c'est la mort. On croque là-dedans? Ouais, tu croques le dedans. Non, dis-moi c'est la mort, hein? Je vais vous raconter une histoire. Un inventeur d'une recette, c'est un plat qui s'appelle baolo. C'est tout bête comme histoire. C'était un homme, un bel homme, et comme il avait un peu les yeux un peu plus clairs, et puis il était grand un peu à l'italienne, un peu le macho, il disait « Moi je m'appelle Paolo ».
Et comme on n'a pas le P en arabe, on dit B. Alors, du coup, le mec, on a appelé Baolo. Il vendait des petites choses, enfin des merguez, des choses comme ça, mais comme il n'avait jamais beaucoup de clients, il a pris tous les abats, les mamelons de la vache. De la vache. Voilà, et il prend, par exemple, les taureaux, les testicules. Les testicules, okay, oui. Okay. Et le foie, la rate, enfin tout ça, il les roule avec les boyaux. Ah oui. Et il les fait cuire avec la crépine, il les fait cuire dans du gras. Et maintenant, tout le monde a fait ce genre de recette. Voilà un personnage de Jamal El-Fna. Je fais avec Baolo, fais ras. Voilà, il va nous le donner dans l'assiette, on va goûter. Greg. Merci. Et ça, c'est le pied de la vache. Voilà. Le mal, hein? Oui. Et c'est vraiment trempé dans le gras. Hein. Le pain, regarde comme il est brillant. Mais c'est bon. Par exemple, là, on va voir, il y a un qui vend que la sardine. Moi, ça, j'appelle monsieur et madame. En fait, ce sont deux sardines qui sont ouvertes comme ça. Et ils sont collés au milieu par une marinade. Une marinade de charmoula. Regarde, il y a une chose que je suis jaloux parce que j'ai essayé de le faire plusieurs fois et je n'y arrive jamais. Et ce sont les aubergines. Regarde comment il a travaillé ça. Non, on l'a pas vu. On l'a pas vu. Regarde la rapidité avec laquelle il travaille. Tu vas goûter, je te promets, tu vas tomber par terre. Le jus, je ne sais pas ce qu'il y a, mais je sais qu'il y a un peu de l'huile et du citron. Goûte. C'est bon, hein? Je sais pas ce qu'il met dedans. Avec la salade de tomates, aubergines, variété de poissons, calamar bien sûr, citron et piment. Et le poisson, c'est 30 dirhams. C'est l'assiette et tu as mangé avec tout. Ça, c'est l'étape gastronomique là, du circuit. Oui. C'est bon, hein? Non, ouais. Moi, j'arrive pas à faire autant. Ça, c'était l'étape gastronomique de Jamal El-Fna pour les touristes ordinaires et les Marrakechis en promenade. Avec la sage Yasmine, qui s'était contentée sur la place d'un goûter d'escargot, nous allions maintenant passer à la grande gastronomie, celle du chef Moha en personne dans sa belle maison de la Médina. Bonsoir. Bonsoir aussi. Moha nous a encore préparé ce soir-là un tagine de poulet à l'ail, au beurre rance et, tenez-vous bien, aux oranges amères confites. Encore une de vos trouvailles culinaires. Effectivement, on fait toujours le citron confit, mais on n'a jamais fait l'orange amère. Un mélange extraordinaire, vous allez voir. On va surtout goûter, on espère. Et puis encore... Le même plat que vous avez mangé au bled, le poulet beldi. Ici au restaurant en ville, c'est moderne et tout. Alors je le fais avec la caille, tout simplement. On va tout de suite mettre les lentilles. Maintenant, on va mettre nos épices. Fenugrec, c'est d'où vient la couleur du curry. Les bâtons de cannelle, hop. On va mettre du ras al-hanout, du gingembre. C'est la base de la recette. Poivre, pas trop. Bien sûr, persil et coriandre. Curcuma, du semen. C'est du beurre rance. Ça donne un parfum comme un fromage dans un plat. Au safran, pour donner une jolie couleur. Vous sentez les odeurs? Moha est le fils de la place Jamal El-Fna et de ses sensations uniques, qu'il invoque dans une cuisine raffinée et très enracinée, creusée du meilleur de tous les mondes. Allez, on y va, s'il vous plaît, on envoie. Jamais j'aurais pensé ouvrir un restaurant marocain en Suisse, à Genève ou à Lausanne ou à Zurich, pour la simple raison, c'est très cher et très compliqué. J'aurais continué à être cuisinier chez les autres, peut-être le jour où vraiment... Vous savez, il y a le destin aussi. Tiens, prends, c'est la même table. Qu'est-ce qui vous a surpris en revenant au Maroc après toutes ces années passées à l'étranger? Ma surprise était que tout le monde était autour de moi, adorable, gentil. Ce que j'avais oublié, c'est le côté humain et le côté famille. Marrakech est un nom d'origine berbère qui signifie « Terre Sainte ». La plupart des Occidentaux désignent tout le pays par ce nom, devenu Maroc en français. Terre Sainte, Marrakech est aussi terre savoureuse et merveilleusement accueillante. مرحبا بكم.